Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, bonjour et bienvenue à votre émission Point de presse. Et alors, aujourd'hui au sommaire de cette émission, le lancement des travaux de la cimenterie de Doulzi par le chef de l'État, aussi la réunion du groupe de contact, ainsi que la journée internationale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année. À l'occasion de cette émission, nous allons devoir parler aussi de la situation de l'Ukraine, la situation donc de la Crimée, la situation qui oppose finalement la Russie à l'Ukraine. Alors je suis passé aussi déjà à Alexandre Vénéfondo, vous l'avez compris. Et de mon côté droit, c'est Guy Blaise de Seydou, il est rédacteur en chef ici à la rédaction de MNTV. Et à mon côté gauche, je suis avec Elie Smith, lui le directeur de la télé, qui n'est plus d'ailleurs à présenter à tous les téléspectateurs de Point de presse. Alors, chers amis, bonjour. Bonjour. En tout cas, bienvenue à cette émission. Nous allons commencer tout de suite cette émission avec une question d'échauffement. Il s'agit donc de la célébration du 37e anniversaire de la mort du président Marien Ngouabi. Alors, tout directement, Guy de Seydou, nous voulons savoir, est-ce que cette célébration, franchement, la fête de l'anniversaire de Marien Ngouabi a été célébrée avec faste? Oui, merci Alexandre Vénéfondo. Je crois que la personne de Marien Ngouabi a été honorée par les Congolais en général et en particulier par les membres du Parti congolais du travail, parti il a été fondateur. Nous avons tous vu comment la foule s'est mobilisée du côté de la force montante congolaise en quittant Mipila, au siège du parti, jusqu'au niveau de mausolée Marien Ngouabi. Nous avons vu aussi du côté du gouvernement, notamment les différents membres du gouvernement qui ont honoré de leur présence cette cérémonie. Il y a eu également le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, Firmin Issa, qui a représenté le président de la République en déposant des germes de fleurs, suivi de Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT, l'actuel secrétaire général, qui a également opposé l'acte. Je crois que tout ce qui s'est passé le 18 mars lors de cette cérémonie, c'est à féliciter. Ça veut dire que les gens n'ont pas oublié Marien Ngouabi, tant dans son carcan du président de la République, il a dirigé le Congo du 68 à 78, également en tant que président fondateur du Parti congolais du travail, l'actuel parti au pouvoir. Donc je crois que pour moi, il était vraiment impérieux que les Congolais en général et en particulier les membres du Parti congolais du travail honorent cet homme que nous tous nous avons connu, généreux, gentil, et voilà. Donc, je crois que c'était important. La cérémonie a été à la hauteur du 18 mars passé. Elie Smith, même question, mais cette fois-ci, est-ce que vraiment la mort du président Marien Ngouabi a été célébrée avec face quand on sait que l'action a été plus marquée par le Parti congolais du travail où, bien évidemment, le président Marien Ngouabi a été président du comité central? Oui, je pense que ça a été bien célébré, mais je pense que maintenant, il faudra que Marien Ngouabi ne soit plus quelque chose unique pour les gens du Parti congolais du travail. Il est devenu une figure emblématique. On le compare, ou je le compare un peu à Fitzgerald Kennedy aux États-Unis. Kennedy était démocrate, mais aujourd'hui, 50 ans après sa mort, Kennedy n'est plus une figure que pour le Parti démocrate, elle est devenue une figure nationale, tous les Américains, et même sur le plan international. Et c'est la même situation avec Marien Ngouabi. Donc je pense que il faudra qu'on essaye d'élargir la base, que Marien Ngouabi ne soit plus considéré comme l'icône du Parti congolais du travail. Marien Ngouabi doit aussi être considéré comme un panafricaniste, un internationaliste. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons, je crois que nous avions célébré récemment les accords de Brazzaville, le protocole de Brazzaville qui a permis à l'indépendance de la Namibie et aussi la paix en Angola et puis dans les autres pays de l'Afrique australe. Mais ce qu'on oublie, on parle beaucoup du président Sassou Nguesso. On doit féliciter le président Sassou Nguesso parce que lui, il a suivi ce que Marien Ngouabi avait commencé. Parce que c'est Marien Ngouabi qui avait déposé les jalons. Si vous vous rappelez dans l'histoire, en 1975, quand il y avait l'indépendance de l'Angola,
les gens qui protégeaient Luanda, c'était les forces armées congolaises, à l'époque on appelait l'armée populaire du Congo, et puis les armées de la Guinée de Sékou Touré, qui avaient fait cette initiative, c'était Marien Ngouabi. Donc, et vous vous rappelez encore même l'opération Carlota, qui a eu lieu, que les Cubains ont lancé pour protéger Luanda. C'était quand Marien Ngouabi était parti rendre visite à Fidel, je me rappelle très bien. Et quand il a rencontré Fidel, il est revenu ici, il a dit, Fidel avait dit que pour l'Angola, je suis prêt. Il a demandé si les Congolais étaient. Donc vous voyez, ce n'est plus bien qu'on le célèbre toujours sur le plan du Parti congolais du travail. Il faudra maintenant qu'on élargisse ça, que ce soit quelque chose d'international ou national. Est-ce que vous êtes sûr que les Congolais aujourd'hui se mirent de cette modestie qu'avait le président Marien Ngouabi? Quand je parle des Congolais, je vois d'abord les partisans du PCT et aussi l'ensemble des Congolais parce que c'était le président congolais. Non, d'abord, on ne doit pas parler de l'ensemble des Congolais parce que l'ensemble des Congolais, selon les rapports de l'UNICEF, je crois 49% des Congolais vivent avec moins de 500 francs CFA. Donc, ce que vous devez... C'est pas la raison de me connaître aujourd'hui. Voilà, la modestie d'un homme qui a marqué l'histoire. Non, ils ne me connaissent pas. Au contraire, la preuve en est que si vous lancez un sondage aujourd'hui, l'homme le plus populaire au Congo, l'homme politique le plus populaire au Congo aujourd'hui, c'est Marien Ngouabi. Si vous faites un sondage, il est un peu comme bon. Il veut comparer. Ce n'est pas bon de faire la comparaison avec les musiciens comme Tupac, mort mais très populaire. Il vend plus quand il était vivant. Je pense que ceux qui ne font pas comme Marien Ngouabi, c'est les gens qui gèrent le PCT aujourd'hui. Parce que Marien Ngouabi était un homme simple. Vous voyez la maison où il a habité. Si vous êtes dans son village au Mbélé, vous voyez cette modestie, quelqu'un qui a été au pouvoir pendant presque 9 ans ou presque 10 ans, non 9 ans au pouvoir. Et la manière qu'il est parti, il n'avait rien. Non, c'était... Bon, ce genre d'individus, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On peut comparer. Si vous allez par exemple en Tanzanie, vous voyez un peu là où habitait Julius Nyerere, comparé avec les dirigeants tanzaniens aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Et il faut aussi dire qu'à l'époque, le budget n'était pas aussi élevé qu'aujourd'hui. Hein. Non, je ne pense pas que si le budget même était élevé, Marien Ngouabi devait être quelqu'un de extravagant. Non. Lui-même, vous voyez, même sur le problème de pétrole, Marien Ngouabi a fait des choses au Congo sans l'argent du pétrole. Il avait même dit, je me rappelle, que dans un discours, j'oublie, là où il y a le restaurant Terminalia, là, il y avait souvent des meetings de Marien Ngouabi. Vers la mairie, il y a le thème. Marien Ngouabi disait que le pétrole congolais va rester sous le sol jusqu'au jour où cette partage entre l'explorateur ou l'exploitant et le pays producteur serait équitable, qu'il ne fera pas du Congo comme il y avait ce qu'il a fait. C'était un problème idéologique à l'époque. Il y avait trois grands suppôts d'impérialistes, comme on appelait à l'époque. Il y avait Mobutu au Zaïre, il y avait Omar Bongo au Gabon, et puis il y avait Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Et on sait aussi que l'une des causes de la mort de de Marien Ngouabi, c'est Houphouët-Boigny. C'est pas moi qui le dis, c'est Doza qui le dit. Il m'avait dit cela. Et... En tout cas, M. Ly, comme vous parlez de la modestie de Marien Ngouabi, nous allons demander à Herman Zedong, qui est de l'autre côté de la régie, de nous faire vivre un peu cette évocation de Marien Ngouabi. Fils de feu au Séré et de Mboilé, tous paysans, le commandant Marien Ngouabi est né en 1938 à Ombélé, une bourgade située près de Fort-Rossé, aujourd'hui Owando, capitale du département de la Cuvette, où il termine ses études primaires. En 1953, il entre à l'école militaire préparatoire générale Leclerc, école d'enfants de troupe, d'où il sort élève gradé en 1957. Après une scolarité en tout point préparatoire, le jeune Ngouabi s'engage ainsi qu'on fait foi son regard franc et volontaire à affronter la vie. Alors qu'il poursuivait ses études à Saint-Cyr, le Congo devenu indépendant crée sa propre armée. Le jeune élève officier, Marien Ngouabi, est incorporé dans l'armée de son pays. Il regagne le Congo en octobre 1962 après cette sortie de Saint-Cyr avec le grade de sous-lieutenant. Il est affecté à Pointe-Noire en 1963. Il est nommé lieutenant. Là-bas, il adhère au renversement du régime de Youlou, qualifié de réactionnaire et de néocolonialiste. Le 31
31 juillet 1968, à la tête des opérations, Marien Ngouabi, devenu capitaine, organise la révolte révolutionnaire contre le régime de Massamba Deba en liaison avec les autres cadres révolutionnaires du pays. C'est le point de départ du mouvement insurrectionnel du 31 juillet 1968. La chute du régime de Massamba Deba consommée, le chef de bataillon Ngouabi médite pour répondre aux préoccupations majeures relatives au réajustement de la révolution. Un plébiscite l'élève à la magistrature suprême. Le président Marien Ngouabi se présente et agit en animateur de l'édification révolutionnaire du Congo, en même temps qu'il s'engage, et avec lui, tout le peuple congolais, dans la lutte pour la libération économique et politique du continent. On ne peut, avec justesse du militant Marien Ngouabi, laissant de côté sa dimension humaine, sa simplicité qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la vulgarité. Juste à son accession à la magistrature suprême, le président Marien Ngouabi a été guidé non par un quelconque ambition, mais par la volonté de rétablir la justice, la sécurité du peuple, la paix des consciences, de ramener par-dessus tout la révolution dans la voie où l'avait engagé ce même peuple les 13, 14, 15 août 1963. Combattant de la liberté, homme du peuple, internationaliste par conviction idéologique, cet homme jeune, plein de vie dynamique et très valeureux, a apporté une contribution majeure à la lutte anti-impérialiste des peuples d'Afrique et du reste du monde. Une âme saine dans un corps sain. Le président Marien Ngouabi possédait d'excellentes conditions physiques dues aux exercices qu'il pratiquait tous les matins. S'il n'était pas empêché par ses lourdes tâches présidentielles, il effectuait son parcours naturel de plusieurs kilomètres. Le président Marien Ngouabi était aussi un excellent joueur de football, aimait aussi, comme tous les paracommandos, sauter en parachute. Homme de vraie vertu, Marien Ngouabi est mort brutal, assassiné un certain 18 mars 1977. En tout cas, une évocation faite par votre humble serviteur Émeri Patrice Obargui, Guiblet de Seydou. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette évocation faite par Obargui? Oui, Alexandre Junior Fondou s'inspire la qualité d'un homme politique simple, accueillant, favorable à tous ceux qui veulent le rencontrer. Je crois que le président Marien Ngouabi, chef de l'État, on a vu l'évocation, tout ce qu'il faisait. En fait, il ne s'attachait pas à la fonction du chef de l'État comme tel, mais chaque matin, on le voyait dans les rues de Brazzaville en train de courir. Le président Marien Ngouabi peur de personne. Peur de personne, mais c'était le président du peuple, comme on disait, le président du peuple. Et le président Marien Ngouabi n'a pas oublié la craie. Malgré qu'il était chef de l'État, il avait toujours des travaux dirigés à faire. Je m'en souviens, si j'ai une bonne mémoire, c'était le professeur Adnaké Tchomamé qui était son professeur de chimie. Donc je crois que le président Marien Ngouabi aimait toujours la vie d'ensemble. Il aimait la vie d'ensemble et les exercices pratiques qu'il faisait chaque matin, ça lui permettait d'être plus apte. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui ont copié, sinon des autorités qui ont eu à copier ce comportement, en tout cas très modeste, de la personne de Marien Ngouabi, président Marien Ngouabi? Bon, actuellement, ils ne sont pas nombreux à compter au bout des doigts. Je crois que. Et pourquoi En fait, je crois qu'il y a certains que nous voyons chaque dimanche. Par exemple, le ministre Nsiba, on le voit parfois courir, le ministre Ndongo faire des marches, pour ne citer que cela. Je crois que ça dépend aussi de la qualité de la personne. Si cela n'est pas donné à n'importe qui, tu es homme public, avec le Congo d'aujourd'hui que nous connaissons tous, se réveiller chaque matin, faire des marches et autres. Donc je crois que la qualité n'est pas donnée à n'importe qui. Aujourd'hui, le président Marien Ngouabi, la jeunesse doit s'approprier de ce qu'il était, de ce qu'il faisait. Je crois qu'il était il était rare parmi les chefs d'État africains d'avoir ce comportement. Donc c'est une fierté pour nous Congolais d'avoir eu un président qui avait ces qualités-là. Ok, monsieur Lee, dites-nous un peu, est-ce qu'aujourd'hui c'est facile pour voir des Congolais, même des Africains, je parle là des Congolais, de la population congolaise, la population africaine, même des chefs d'État africains, s'imprégner d'un tel caractère?
Oui, il y a des pays où on a des chefs d'État qui sont très proches du peuple. Je me rappelle de... Est-ce que c'est facile d'abord quand on voit les mesures sécuritaires, c'est facile pour qu'un chef d'État aujourd'hui se comporte comme le président Marien Ngouabi à l'époque? Non, c'est pas facile. D'abord, les réalités sont différentes, les contextes ne sont plus les mêmes. Et puis autre chose, vous savez, il faudra aussi qu'on ait un peu du courage une fois de faire un inventaire sur la gestion de Marien Ngouabi aussi. Je pense qu'à un moment, que les Congolais et les Africains s'asseyent et posent des questions, qu'est-ce que Marien Ngouabi a fait? Parce que ça va aider si on fait une comparaison avec ceux qui sont aujourd'hui. Oui. Parce que ça, c'est un documentaire et le journaliste M. Bargui a fait une très bonne invocation. Il reste un modèle que d'autres doivent suivre. Il faut savoir qu'on s'inspire aussi des autres. Je crois que lui s'est inspiré des idéaux panafricanistes des gens comme Kwame Nkrumah ou Ahmed Sékou Touré. D'ailleurs, même après sa mort, Sékou Touré était venu ici. Il avait demandé que Brazzaville soit renommée Ngouabiville dans un grand meeting qu'ils ont tenu ici avec le président Sassou Nguesso. Bon, est-ce qu'il y a d'autres politiciens qui font comme lui? Il y en a. Il a parlé du ministre Florent Tiba et le ministre Ondongo. Marché n'est pas synonyme de la... Le ministre Akwala aussi. Voilà, si on parle de ministre Akwala, on peut accepter. Mais marché n'est pas synonyme de la popularité ou de la simplicité. Est-ce que le ministre des Finances est un homme simple et accessible comme M. Marien Ngouabi était? C'est la grande question que je pose. M. Florent Tiba, je pense que oui, il a les traits d'un vrai communiste. Je peux, oui, vous sentez. Les communistes, c'est des gens qui sont proches du peuple. Hein. Oui, les communistes, c'est des gens qui sont accessibles, qui sont ouverts. Je crois que M. Tiba, on l'a vu souvent là-bas sur la route du Nord marcher avec un groupe de personnes. C'est quand même rare de voir des ministres de ce pays le faire. Le ministre Alain Akwala aussi, vous savez vraiment, lui, c'est vraiment un internationaliste, un communiste, un homme du peuple. On le voit chanter et tout. Je crois que être ministre ne doit pas être une barrière. Vous devez être ouvert. Parce que quand vous êtes ouvert, vous connaissez mieux la réalité de ce qui se passe. Ça, c'est la différence entre ce que M. Marien Ngouabi était. J'aurais entendu, il y a une anecdote que quelqu'un m'avait donnée, qu'un jour, Marien Ngouabi se promenait dans sa voiture, il a pris quelqu'un dans sa voiture et la personne disait, ce président-là, vraiment, il dérange, tout, il parlait à Marien. Et après, Marien lui avait compris. Ne sachant même pas que le chauffeur était lui-même le président. Exactement. Vous voyez, quand vous êtes proche du peuple, il y a des choses qui ne vont pas vous échapper. Des ministres ne vont pas venir vous mentir, par exemple, vous dire par exemple qu'il y a l'électricité dans la ville et pourtant il n'y a pas d'électricité. Les ministres ne vont pas vous tromper que les routes sont bien construites et pourtant les routes ne sont pas bien construites. Les ministres ne vont pas vous dire que par exemple il y a de l'eau et pourtant il n'y a pas de l'eau. Je pense que c'est ça. Mais il faut aussi savoir que les réalités ont changé. Marien a inspiré beaucoup de personnes, pas seulement au Congo, hein, parce que Thomas Isidore Sankara, le président burkinabé, tué par son ami Blaise Compaoré, avait comme mentor ou inspirateur Marien Ngouabi. C'est pourquoi je dis Marien Ngouabi vraiment est au-delà, doit être considéré pas comme un patrimoine uniquement congolais, mais un patrimoine un internationaliste comme le journaliste Obargui l'a mentionné. Mais il faudra que nos politiciens d'aujourd'hui essayent beaucoup de s'inspirer de M. Marien Ngouabi, parce que aussi, ce qui est aussi très mauvais, c'est parce que beaucoup d'entre eux sont là où ils sont aujourd'hui à cause de Marien Ngouabi. Si Marien Ngouabi n'était pas la tête de cet soulèvement qui a eu lieu en 68, beaucoup de ces individus aujourd'hui qui sont devenus gros ne devaient jamais devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc je pense que l'honneur qu'on doit rendre à Marien Ngouabi, c'est parce que par exemple son mausolée, là où il est, doit être très bien entretenu. Malheureusement aujourd'hui, quand tu vas au mausolée Marien Ngouabi, c'est vraiment terrible, c'est laissé aux abandons. Et l'État ne voit pas. L'État ne voit pas. On se rappelle de Marien Ngouabi seulement le jour du 18 mars. Quand vous faites une comparaison entre le mausolée de Marien Ngouabi, qui est un Congolais, qui est un Africain, qui a versé son sang pour le Congo et pour l'Afrique, et par exemple le mausolée Pierre Savagnon de Brazza. Et Pierre Savagnon de Brazza, à tout égard, ce n'est pas un... Non, on ne va pas dire que ce n'est pas un Africain, c'est un être humain, mais c'est un monsieur qui a torturé les Congolais, qui a esclavagisé les Congolais. On peut enjoliver ce qu'on veut dire, mais il n'y a pas de colonisateur bien. Pourquoi le mausolée Marien Ngouabi, qui a un budget déjà plus de 300 ou 400 combien de millions, peut être mieux entretenu et
le mausolée d'un grand homme comme Marien Ngouabi est laissé à l'abandon, et on se rappelle de cela seulement le jour du 18 mars. Oui, Alexandre je voulais juste ajouter à propos de l'entretien du mausolée du président Marien Ngouabi, nous pensons que nous sachons bien que c'est le mausolée sous tutelle du ministère de la Culture. Et aujourd'hui, excepté le qui, ma foi, fait son travail. Bon, il y a un directeur là-bas, mais quand vous passez, ça dégage l'impression que ce mausolée n'est pas entretenu. Et nous attendons, les autorités attendent que le 18 mars pour aller déposer les gerbes de fleurs. Je crois que c'est pas un bon caractère, le président de Ngouabi. Quels sont les signes qui prouvent que là-bas, que ce bâtiment n'est pas entretenu? Ben ouais, mais quand vous arrivez, nous avons vu le 18 mars, la peinture n'est pas comme telle, des photos qui ne sont plus bien encadrées, c'est des photos qui datent de longtemps. Ça prouve, quand vous arrivez sur place, ça prouve qu'il y a problème ici, même s'il y a un directeur. C'est pas entretenu. Je crois que le directeur qui est là-bas est conscient de ce qui se passe autour du mausolée du président Marien Ngouabi. Est-ce qu'il a un budget, ce directeur? Je ne sais pas. Raison pour laquelle on a souligné ici que c'est sous tutelle du ministère de la Culture. Comparé, comme a dit M. Elie, comparé avec le mausolée Savonnet de Brazza, c'est le ciel et la terre. Mais tout de même, que fait le Parti communiste du travail? Parce que si le Congo honore à part entière Marien Ngouabi, c'est parce que le PCT, c'est le PCT qui a eu à commencer. Et du coup, le Congo ne peut pas se taire. Du coup, les autorités congolaises, eux aussi, préfèrent honorer, même de façon survolée, le président Marien Ngouabi. Voyez-vous que même le siège du Parti communiste du travail gît dans un état très insalubre. Du coup, le mausolée Marien Ngouabi ne peut qu'être que dans cet état, non? Je crois que le président Marien Ngouabi était un chef d'État. Avant qu'il soit... Il a créé le parti, mais il était d'abord chef d'État. C'est-à-dire le mausolée Marien Ngouabi, c'est là où on a déposé pour sa dernière demeure. Le gouvernement, en sa qualité de chef d'État qu'il était, doit toujours nettoyer. Et si le gouvernement ne le fait pas, le PCT ne peut pas le faire? Mais on ne peut pas comprendre l'abandon de l'État jusqu'à ce niveau. On est un chef d'État qui a beaucoup fait pour ce pays et que vous négligez son mausolée. Comment vous expliquez ça? Le parti ne peut pas prendre le dessus. Malgré qu'il était président fondateur du parti, il y a l'État. Il était un chef d'État. Je crois que l'État doit prendre au sérieux cette question de la propriété du mausolée du président Marien Ngouabi. On parle de la propriété du mausolée Marien Ngouabi, mausolée président Marien Ngouabi. Parlons aussi du siège communal du Parti communiste du travail. Je venais d'emblée de parler de ce siège. C'est le siège d'un parti au pouvoir qui aujourd'hui gît dans un état, ma foi, insalubre. Je ne sais pas si c'est un avis qui peut être contredit, mais tout de même, c'est un siège qui gît dans un état vraiment très, très insalubre. Je ne sais pas si Elie Smith peut faire la même lecture que moi de ce siège. Oui, je crois que peut-être vous allez faire diffuser le reportage de Emery Patrice Obargui, parce qu'on dit voir, c'est là où on voit, parce que dit, ils peuvent croire que peut-être on raconte, mais peut-être quand il va diffuser son reportage, vous allez voir de vous-même comment un parti au pouvoir, son siège est vraiment dans un état piteux. Donc vous pouvez me poser la question, si le siège du PCT est dans l'état où elle est, que le reportage vous allez peut-être suivre tout à l'heure. Ok, mais donc on demande à Christian Zedong une fois de plus de nous balancer ce reportage demandé par Elie Smith, qui voudrait effectivement montrer au public, aux populations, comment effectivement se trouve le siège communal du Parti communiste du travail. Construire est une chose, mais entretenir en est une autre. C'est la moindre des choses que l'on pourrait comprendre. Mais l'état actuel que présente le siège communal du Parti congolais du travail laisse stupéfait et fait appel toute conscience à l'interrogation. L'entrée laisse déjà présager l'amertume que l'on pourrait imaginer de l'intérieur. On est loin d'un environnement comparable à celui où vautrait l'époque
Ici, l'hécatombe est plus plausible à la tombée d'une moindre pluie. L'image que présente la salle de réunion baptisée Marien Ngouabi laisse à désirer. Plafond éventré, tombant même en quelques endroits en lambeaux, des fils électriques rafistolés par la main non habilitée, car l'amateurisme est perceptible à vue d'œil. Dans pareil cas, il ne serait nullement étonnant que les ventilateurs, appelés parfois plafonnés, fonctionnent, car le manque de connexion étant. Cette salle ne reflète pas la dimension des effigies des présidents Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso placés dans cette enceinte. On y trouve encore des chaises en plastique sur lesquelles s'assoient même ceux qui sont élevés aux hautes fonctions de l'État. Dans cet endroit figurent plusieurs bureaux. Mais la nature elle-même ne nous renseigne-t-elle pas que vivre dans un environnement sain procure une bonne santé, mais vivre ou travailler dans un environnement comme celui-ci susciterait, en tout cas, beaucoup d'efforts. Ce qui paraîtrait aberrant et paradoxal, ce parti qui occupe ce lieu est un parti au pouvoir, donc un parti qui regorge des cadres de haut niveau. Certains sont ministres, d'autres députés, que sais-je encore. À travers des cotisations aussi maudites soient-elles, l'on pourrait faire mieux. Mais hélas, sachez qu'un siège reflète l'image d'un parti. Le Parti congolais du travail devrait faire des efforts en créant des conditions nécessaires pour redorer le blason de ce siège pour que la nouvelle équipe qui arrive travaille dans des conditions assez adéquates. Voilà, merci Christian Herman Lenyongo, merci aussi à Emery Patrice Obari, qui une fois de plus nous a rendu un reportage qui a effectivement nous a montré comment se trouve actuellement le siège du Parti congolais du travail. Mais d'emblée, il essaie de rappeler que le PCT Brazzaville a désormais un nouveau chef, donc à la personne d'un Gabriel Ondongo, qui est arrivé en remplacement de Gabriel Oba pour nous. Alors, il faut tout de suite dire, Guy de Seydou, que ce nouveau Gabriel a aussi a aussi beaucoup à faire en ce qui concerne surtout ces affaires d'insalubrité dans le siège carrément du Parti congolais du travail. Je crois que la question a été soulevée lors de la passation de consigne entre Gabriel Oba-Apoudou et Gabriel Ondongo, le sortant et l'entrant. Je crois que cette question a été soulevée de la réhabilitation, sinon la modernisation du siège communal du PCT de la ville de Brazzaville. Je crois que c'est la honte. C'est la honte parce que on ne peut pas comprendre qu'un parti au pouvoir, nous sommes dans la capitale, Brazzaville c'est une ville historique qui centre de grandes décisions, et que le parti au pouvoir à Brazzaville puisse avoir un siège pareil. Je crois que c'est malheureux, et je m'en souviens dernièrement quand le parti au pouvoir de la Guinée équatoriale était venu ici pour rencontrer les autorités du Parti du travail. Ils étaient partis au siège où se construit actuellement le nouveau siège du Parti du travail. Et c'est parce que ça a été démoli et on est en train d'ériger de nouveaux bâtiments. Sinon, c'est pratiquement les mêmes choses. Parce que le siège communal aujourd'hui, Gabriel Ondongo, qui est arrivé, je crois qu'il doit avoir le soutien du parti pour essayer un peu de... Donc Gabriel Oba, pour nous, n'en avait pas? Bon, je crois que dans cette affaire, c'est un peu compliqué parce que Oba, pour nous, a longtemps dirigé le PCT Brazzaville. Il n'a rien fait. Là, il parle, là, il n'a rien fait. Le siège est là. On a vu les images. On rafistole les fils électriques. Bon, il y a la boue devant le siège. Même les ministres, même les députés, quand ils arrivent, ils s'asseyent sur les sièges échos qu'on voit 4 000, 3 000. C'est pas digne d'un parti au pouvoir. Le siège communal ne pouvait pas être comme ça. Donc, nous pensons que le nouveau président qui est arrivé, nous souhaitons qu'il fera le mieux pour moderniser, Gabriel Ondongo, sinon réaménager le siège du Parti congolais du travail de la ville de Brazzaville. Elie Smith, dites-nous, est-ce que le PCT aujourd'hui, par rapport aux images que nous venons de suivre ensemble, est-ce que le PCT reste un bel exemple pour tous les partis, que ce soit de la mouvance présidentielle que ceux de l'opposition? Non, il n'est pas un exemple. D'abord, si vous vous détournez pourquoi le mausolée de Marien Ngouabi est laissé dans un piteux état, parce qu'eux-mêmes, leur siège, ils ne peuvent pas le garder mieux.
C'est comme si la ville est sale, si c'est eux qui dirigent la ville. Donc si eux-mêmes ils sont incapables, ils vivent dans la boue, est-ce qu'ils peuvent faire que la ville soit propre? Non. Est-ce qu'eux-mêmes peuvent prendre même soin de Marianne Gwabi, son mausolée? Non. Ils tuent Marianne Gwabi plusieurs fois chaque jour. Et pourquoi? Moi je pense que c'est un peu la roubladise des communistes. Quand ils s'asseyent sur le jeu, que mon collègue Guy Blaise dit que ça coûte 3 000 francs CFA, c'est 5 000, hein? 5 000 francs CFA, ils veulent faire semblant d'être pauvres. C'est ce qu'ils veulent faire, c'est de l'hypocrisie. Ils disent toujours, le slogan c'est quoi? Tout pour le peuple et rien que pour le peuple. Mais je constate que dans la réalité c'est tout pour nous et rien que pour nous. Parce que qu'est-ce qui explique que vous avez été ministre grâce au Parti congolais du travail? Pourquoi vous ne pouvez pas faire un effort pour réparer votre siège, pour donner une bonne image à votre siège? Bon, ils le font maintenant. C'est ça, ce n'est pas ça même le problème. Le problème qui choque, c'est le mausolée de Marianne Gwabi. Eux, ils disent qu'ils sont des communistes. Bon, maintenant, des sociodémocrates. J'ai ma foi, ils aiment trop la Chine. Quand ils vont à la Chine, c'est lui qui a créé le Parti communiste chinois, s'appelle Mao Zedong. Quand vous arrivez en Chine, à la place qu'ils aiment beaucoup là, ils voient quand même un grand mausolée, bien entretenu, du petit père du peuple, M. Mao Zedong. C'est bien entretenu. Maintenant, j'ai vu, ils sont contents de célébrer les 50 années de la relation entre le Congo et la Russie, un autre pays communisant. Mais quand ils vont là-bas, c'est lui qui a fait que les bolcheviks viennent au pouvoir en 1917. C'est un certain Lénine. Vous voyez le mausolée de Lénine, comment c'est bien entretenu. On va peut-être dire que c'est dans les pays, entre guillemets, dits développés. Quoique la Chine n'est pas développée, c'est un pays en voie de développement. Allez quand même au Venezuela, c'est aussi un pays socialiste comme eux. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire pour M. Fidel Castro, M. Hugo Chavez Frias. On a conçu quelque chose, donc je trouve que ce qui se passe, c'est que ceux qui gèrent ont perdu leurs armes. Je crois que c'est une occasion pour eux de ne pas tromper le peuple régulièrement. Quand c'est le 18 mars, ils vont dire, voilà, nous allons rendre hommage à Marianne Gwabi parce qu'ils savent que Marianne Gwabi est populaire. Donc il faut allumer cette flamme. Moi, quand je venais souvent ici, je voyais, il y avait même une flamme qui existe, oui. Ça existe. Ça dépend. Il y a les jours où ça ne s'allume même pas. Donc voilà. Donc je pense que c'est l'occasion aujourd'hui que les gens du Parti congolais du travail doivent s'approprier de Marianne Gwabi. Et puis Marianne Gwabi n'est plus pour le Congo, Parti congolais du travail. Ça devient un monument national. Voilà pourquoi on a laissé ça au ministère de la Culture. Mais la question est ceci. Soit le directeur du mausolée n'a pas la compétence comme Belinda Ayessa, qu'il parte chez Belinda Ayessa, demander 1 ou 2 leçons, comment tu fais pour garder votre mausolée propre. Soit il n'a pas le même budget que le mausolée Pierre Savagnon de Brazza a. Parce que s'il a le même budget et il est incapable de garder ça propre comme Belinda Ayessa, là on doit la féliciter parce que c'est très propre. Est-ce que c'est parce que Belinda Ayessa a beaucoup d'argent qu'on donne et que pour Marianne Gwabi on ne donne pas assez d'argent? Ça c'est la grande question. Ici, et s'il savait qu'on ne donne pas l'argent au directeur du mausolée Marianne Gwabi, c'est quand même un sacrilège. Ça serait quand même grave parce que ceux qui gèrent ce pays aujourd'hui, c'est grâce à Marianne Gwabi qu'ils sont au pouvoir. Alors, merci Elie Smith, parce que nous allons changer de sujet. Tout à l'heure, en parlant de 75 760, le prix de la tonne de ciment que va mettre sur le marché congolais. La société Force Pack, et c'est le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, ce jour à Dolisie, dans le département de l'Uniari, qui a procédé au lancement officiel des activités de cette société. Pour s'en convaincre, Jean-Christophe Osango nous en dit plus. La cimenterie de Dolisie s'inscrit dans la vision du président de la République d'industrialiser le Congo et de le placer véritablement dans la voie de l'émergence. Tous les orateurs qui ont accompagné la cérémonie se sont accordés à le dire. Le sous-préfet de Louvakou a remercié avec foi le chef de l'État au nom de ses populations pour l'action qu'il vient d'accomplir. Jean-Pierre Lekoba, préfet du département du Niari, développe en disant que si certains aventuriers politiques refusent de voir le progrès réalisé, les yeux de l'histoire sont en train de tout voir et les Congolais sérieux accompagneront le chef de l'État dans ses réalisations. Car, dit-il en citant un homme de lettres,
Si on se met tous à hurler, nous aurons des chantiers vides. Le ministre d'État, Isidore Ngouba, quant à lui, invite le président de la République à continuer son travail dans le calme. Le PDG de la compagnie Forcepac a vanté les mérites de sa société. Il disponibilise 300 000 tonnes par année et la tonne de ciment coûte 75 760 francs CFA. La société s'engage à minimiser le déficit en ciment au Congo. Alors, Guy Blaise de Seydou, 75 760 francs la tonne et je crois 3 800 francs le sac de ciment vendu bientôt au Congo. N'est-ce pas une occasion de féliciter l'action du président de la République, Denis Sassou Nguesso? Alexandre Judith Foulou, je crois que personne n'est contre la volonté, sinon la réalisation des activités, des actions du président de la République. Si c'est bien, nous dirons que c'est bien. Si c'est pas bien, on dirait que c'est pas bien. Je crois que le lancement de la cimenterie de Lovaco, je crois dans le département du Niari, c'est une bonne chose. Et on aura bientôt la tonne à 75 000 et l'unité sera vendue à 30 000 et quelques. Ça, c'est dans le Niari. Quand nous partons à Pointe-Noire, je crois que c'est des prix qui s'avoisinent. Après, vous trouverez un sac de ciment à 3 000 ou 4 000. Parfois 2 500 si on sort dans les rues de Pointe-Noire. Mais je crois que c'est une action à féliciter. Le chef de l'État a fait quelque chose d'important, capital. Mais le grand problème, je crois que ça réside à Brazzaville. Est-ce que cette cimenterie va dégorger aussi la situation qui prévoit actuellement à Brazzaville? Parce qu'à Brazzaville, actuellement, le sac de ciment est à 7 000, 8 000. Donc le prix dépend de chacun. Moi, je suis à Ngamakoso, je peux vendre le ciment à 8 000. Vous partez à Mikalou, soit à Bakongo, le sac de ciment est à 9 000. Ce n'est pas maîtrisable. Je crois que quand le chef de l'État est en train de poser ses actes, le gouvernement doit faire un effort considérable de ramener. En l'occurrence, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie. Le ministère du Commerce d'abord, il faut indexer le ministère du Commerce. Parce que nous avons vu dans ce pays des théories qu'il y a des dépôts qui ont été construits dans tous les départements, dans tous les arrondissements pour mettre fin à cette situation du ciment. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne se fait. Donc je crois que le chef de l'État travaille. Il y a un problème d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement. Il a un gouvernement. Le ministère du Commerce actuellement ne fait absolument rien. Si à Pointe-Noire, le ciment est à 3 000, 2 500, 4 000, bientôt dans le Niari, l'unité sera à 3 000 ou 4 000. Non, à Brazzaville, à Caen, les citoyens veulent construire aussi. Donc pour construire, il faut commander du ciment à Pointe-Noire ou bien dans le Niari. C'est pas une société du Niari, c'est plutôt une société congolaise. La question que je pose, est-ce que cette société aura la capacité de dégorger la situation qui se passe actuellement à Brazzaville? En tout cas, la question est... 75 000 la tonne, certes. Oui. Mais il ne faut pas que cette société soit aussi politisée. Ce que nous voyons actuellement. On peut acheter là-bas à 3 000, on vient ici, on met à 10 000. Nous voyons ce qui se passe. Donc je crois que le ministère du Commerce doit faire un effort considérable d'accompagner le président de la République. Voilà, c'est un acte important à saluer. Je crois que désormais, le ministère du Commerce ne volera plus dans les théories, il faut aller dans le concret. Elie Smith, bientôt au Congo, 4 000 francs pratiquement le sac de ciment. N'est-ce pas une occasion de dire quand même merci au chef de l'État? C'est le droit du chef de l'État de le faire. Pourquoi on va lui dire merci? Le chef de l'État... Il a promis dans le chemin de l'avenir, l'industrialisation, c'est bien l'industrialisation qui est mise en exergue. Bon, écoutez, industrialisation d'un pays, ce n'est pas un cimenterie qui veut dire industrialisation, c'est pas à pas. Et puis, moi je pense que moi je suis un journaliste, je ne suis pas un propagandiste. Hein. Le chef de l'État fait ce qu'il doit le faire. Et ce n'est pas comme j'ai suivi un préfet dit là-bas que c'est normal, il veut un poste. Oui, ceux qui ne voient pas, non. Le chef de l'État a promis de créer des industries, il le crée. Donc ça veut dire qu'il respecte sa parole. C'est la parole qu'il a promis lors de sa campagne. Donc, un candidat qui promet quelque chose a l'obligation de la respecter. Quand vous commencez à demander, donc, ça veut dire que
c'est comme s'il ne devait pas le respecter. Mais il a promis, il a fait respecter. Il avait aussi promis de créer des emplois. Il faudra aussi qu'il crée. On met les moyens pour le faire. Donc, c'est une bonne chose, mais comme mon collègue l'a dit, on ne doit pas féliciter pour ça, parce qu'il a dit quelque part à Pointe-Noire, il y a les sacs de ciment qui coûtent 2500 francs. Donc, si vous voyez un peu dans la sous-région de l'Afrique centrale, il y a les pays où le sac de ciment aussi coûte les 3000 francs. Je pense que le gouvernement doit aider le ministère de l'Industrie, si je me trompe, c'est ça qui est à la facilité. Parce que peut-être le ministère de l'Industrie veut faire du travail, mais il y a des gens qui bloquent aussi, parce qu'il y a des gens dans ce pays qui sont plus forts que des ministres. Pourquoi se fait-il que les ciments n'arrivent pas à Brazzaville à prix normal? Parce qu'il y a des petits oligarques qui ont créé une petite cartel, qui ils gardent les ciments pour que le prix puisse augmenter. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on a créé une société. Il y a encore un autre plan, une société qui va être créée avec Aliko Dangote qui va aussi être fait. Tout ça contribue à faire que la vie du Congolais soit moins chère. Parce que si un Congolais ordinaire, ce n'est pas les Congolais de la haute société, les Congolais populaires qui gagnent les 60 000 francs. S'il veut construire sa maison, il faudra que le prix du ciment puisse baisser. Et je vous rappelle que la société a droit à une production de 300 000 tonnes par année. 300 000 tonnes par année. Oui. Est-ce que ça répond au boom de construction aujourd'hui qu'on est en train d'expérimenter, de voir au Congo, parce que les gens construisent beaucoup? Moi, je trouve qu'il faut plus, il faut encore une autre cimenterie. Parce que quand il y a plus de cimenterie, ça baisse le prix. C'est comme l'histoire de farine et des trucs de là. Il faut qu'on libéralise. Pour moi, je suis pour un grand libéralisme. Parce que quand on libère, ça va faire que le prix va baisser. Ça fera que le Congolais ordinaire va pouvoir être capable de vivre normalement. Est-ce qu'après l'hiver de Seydou, sur toute l'étendue du territoire national, on pourrait un jour penser à une rareté encore de sacs de ciment au Congo, après que cette société-là soit effective? Je crois que le problème se réside dans la gestion. Vous pouvez avoir 1000 industries de la cimenterie. S'il y a une mauvaise gestion, on va toujours connaître la rareté de produits sur le marché. Donc on a lancé la cimenterie et nous allons constater un effet dans le dernier équipe. Je crois que aujourd'hui, la cimenterie que le président de la République a lancée, nous souhaitons que cela puisse faire long feu, que les populations puissent acheter un sac de ciment à 3 000. Mais je crois que le grand problème se réside dans la gestion de ces entreprises. Parce que vous écouterez demain que non, voilà, le PDG de cette entreprise n'a pas pu arriver au terme de... Quel est le véritable décideur dans tout ça, dans tout ce mécanisme? Bon, en fait, il y a un problème. Nous sommes un État, nous recevons les investisseurs. Il y a tout un processus dans cela. Donc je crois que quelqu'un ne peut pas quitter de chez lui pour venir investir. Il y a une procédure, nous sommes un État, nous recevons des investisseurs. Et arriver par exemple à ne pas achever, respecter les clauses signées par un État, je crois que ça, c'est aux autorités de voir qu'est-ce qu'il faut faire avec cette société. Mais quand cela ne tienne, j'insiste que s'il y a rareté dans ce cas de figure, ça veut dire que la gestion de l'entreprise n'est pas bonne. Aujourd'hui, nous subissons à Brazzaville, le sac de ciment, je réitère, est à 8 000, 7 000. Mais à Pointe-Noire, il y a le chemin de fer. Même si tout ce que nous connaissons du chemin de fer qu'on a aujourd'hui, mais on ne pouvait pas avoir un sac de ciment à 8 000 ou 9 000. Au moment où Pointe-Noire se vend à 3 000. Je crois que nous félicitons cela. C'est le rôle du président de la République de continuer à créer, comme a dit M. Elie, qu'il y aura Dangote qui viendra s'installer. Nous souhaitons que cela puisse se multiplier afin que à Brazzaville, la situation aussi s'améliore, comme à Pointe-Noire bientôt dans le Niari. Est-ce qu'il n'y a pas aussi possibilité de créer plusieurs entreprises sur toute l'étendue du territoire national? La possibilité, c'est le plan du gouvernement. Je crois que le régime actuellement est dirigé par un gouvernement et qui est chapeauté par le chef de l'État. Je crois que c'est un programme, comme vous avez évoqué tout à l'heure, le chemin d'avenir, c'est le programme du gouvernement, c'est leur régime, ils sont en train de voir. À pas de caméléon, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire, demain on a fait ceci, hier on a vu l'inauguration du deuxième module de l'aéroport, on a vu la pose de la première pierre du stade qui va servir
aux Jeux africains. Aux 11e Jeux africains. Voilà. Hier, c'était le lancement de la cimenterie. Demain, ça sera l'inauguration de la route Makwa-Itumbi. Voilà, donc c'est le programme du gouvernement qui suit son cours. Nous, on ne peut pas dénoncer dans les idées, mais on peut toutefois suggérer que nous voulons que ça se passe comme ça parce que la population est en train de souffrir. Dans ce cas, je reviens à ce que vous dites, que la multiplication des industries s'avère nécessaire pour les Congolais pour que demain ils puissent vivre comme les autres. Et les Smith, avant de clore sur ce sujet, un mot? Oui, moi je voudrais réitérer que quand on vote un candidat, il a un programme et il suit son programme. Et quand le chef de l'État qui n'est plus candidat, qui est maintenant chef de l'État, il est le chef d'un gouvernement qui est en train de réaliser ce projet. Et puis vous avez parlé du problème d'ouvrir beaucoup d'industries. Oui, je ne sais pas si vous voulez parler d'ouvrir beaucoup de cimenteries. Je dirais non. On ne peut pas ouvrir des cimenteries partout. On peut faire 1, 2, 3 ou 4 pour que le prix puisse baisser et que c'est le climat des affaires aussi qui doit être fait, qui doit être sain pour attirer les investisseurs. Mais le climat des affaires du Congo, ce n'est pas moi qui le dis. Dans le truc de doing business, nous sommes classés avec les pays comme la République démocratique du Congo, la RCA. Il faudra qu'on fasse un effort, que venir investir ici ne soit pas une tracasserie, que ça soit facile. On peut comparer avec le Rwanda, par exemple, un pays qui a connu une bonne guerre, qui a perdu environ 1 million d'habitants, mais qui a repris et que le climat d'affaires aujourd'hui là-bas est mieux que chez nous. On doit apprendre ce qui se passe ailleurs. Nous rappelons tout de même que l'émission passe à la fois à la radio et à la télé, à la télévision. Donc, du côté de la régie, nous bénéficions des services de Christian Zedong Lenyongo. À la caméra, nous avons Rodrigue Tchayunga, qui est assisté de Rishi Funande, alors qu'à la radio, comme toujours, nous bénéficions des services de Stéphane Alain Maba. Nous songeons directement de sujet en vous disant que le 22 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'eau. Alors pour cette année, le thème retenu est l'eau et l'énergie. Donc à cette occasion, le gouvernement de la République, donc le gouvernement, par le biais du ministre de l'énergie et de l'hydraulique, a fait une déclaration. Suivant. Les ressources énergétiques et les ressources en eau sont aujourd'hui soumises à une pression sans précédent, ce qui menace la viabilité à long terme des projets énergétiques avec de graves conséquences pour le développement. Les changements climatiques ajoutent quant à eux davantage d'incertitudes à cette situation en provoquant notamment une variabilité accrue des disponibilités planétaires en eau et donc une intensification de la fréquence et de la gravité des inondations et des sécheresses. D'où aujourd'hui un défi majeur. Utiliser plus de ressources en eau et en même temps les protéger, les valoriser, les conserver et même les réutiliser. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, le Congo, notre pays, dispose aujourd'hui d'importantes ressources en eau renouvelable qui lui offrent un potentiel hydraulique considérable. De ce potentiel, le gouvernement a déjà développé des infrastructures de production hydroélectrique pour une puissance installée d'à peine 210 MW, ce qui nous laisse une marge de progression encore substantielle pour l'aménagement à moyen et long terme de nombreux sites hydroélectriques, à l'instar de Sunda, de Cholet, de Kouembali et de Mourala notamment, lesquels pourront nous apporter près de 1600 MW supplémentaires. Alors, vous venez tous de suivre la déclaration du gouvernement par le biais du ministre Henri Ossébi de l'énergie et de l'hydraulique. Guy Bédessi, d'où votre lecture de ce discours, de cette déclaration? Oui, mais je crois que le ministre est dans son rôle de faire une déclaration chaque 22 mars, parce que c'est la célébration de la journée de l'eau. Mais je crois que le ministre en a parlé de l'abondance de l'eau que le Congo dispose. Mais il y a l'adéquation entre les populations qui aujourd'hui ont besoin de cette eau, qui n'est pas disponible d'ailleurs, et la politique du gouvernement en la matière. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est chercher à rompre avec ce calvaire que la population est en train de souffrir.
et mettre des bouchées doubles afin que cette situation puisse être palliée. Mais le ministre en a parlé, certes, mais les difficultés, ils sont toujours. La population continue à souffrir. Tu sors là, vous verrez que 2 ou 3 bidons sur la tête des populations. Ça, c'est la vérité, la réalité qu'on ne peut pas refuser, sinon douter. Partout, il y a un problème d'eau. On va revenir. Elie Schmidt, dites-nous, est-ce que cette déclaration du ministre Henri Ossébi a atteint la cible directe qui est la population? Non. La population ne veut pas entendre qu'on est dans un château d'eau, il y a l'abondance, on a le fleuve Congo à côté, beaucoup de rivières, des ruisseaux. Ce que la population veut entendre, c'est que quand ils ouvrent le robinet, il y a de l'eau. Je peux te rappeler qu'il y a les quartiers ici à Brazzaville, ça fait peut-être 3 ans, il n'y a pas de l'eau. Et c'est la même chose avec l'électricité. Parce qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, mais on demande quand même que vous payez les factures. C'est ça que le ministre doit voir. Parce que souvent, je pense que quand tu vas demander à le ministre ou à quelqu'un du gouvernement, ils vont toujours dire la faute à la guerre. Mais ça fait depuis 1997 que la guerre est finie. Et puis, c'est le problème de se cacher toujours derrière la guerre comme un cache-sexe. Le Rwanda a eu un génocide qui a eu environ 1 million de morts. Mais ça n'a pas empêché que le gouvernement de Rwanda ne se cache pas chaque jour pour dire si je n'ai pas fait ceci, c'est cela. Je pense que M. Henri Ossébi doit travailler pour que les gens aient de l'eau chez eux. Que le spectacle que mon collègue Guy Blaise vient de dire, où vous voyez les femmes avec les bidons de 25 litres, et puis il y a même des... Bon, à quelque chose, le malheur des autres fait le bonheur des uns. Parce qu'il y a déjà maintenant un petit métier qui a été créé pour les gens qui vendent de l'eau. Un bidon de 25 litres coûte 150 francs. Donc, et dans un pays où la vie est chère et difficile, quelqu'un qui gagne 60 000 francs CFA, enlever 150 ou 500 francs chaque jour pour acheter de l'eau, ça va lui rester quoi? Donc, je pense que M. Henri Ossébi doit faire un effort pour donner de l'eau aux gens chez eux que de faire des discours. En tout cas, le Congo, c'est un pays qui est juste à côté du fleuve, le fleuve Congo, mais le constat sur le terrain est très déplorable car dans certains quartiers, il est très rare de voir une goutte d'eau couler. La preuve, c'est encore ce reportage que nous fait Emery Patrice Obargui. En tout cas, à travers ce reportage, nous allons comprendre effectivement les difficultés en eau potable ici à Brazzaville, surtout dans certains quartiers. Suivons. Au Congo, selon les estimations glanées, environ 50% de la population urbaine a théoriquement accès à l'eau potable. Mais cette eau ne coule pas tous les jours des robinets, loin s'en faut. La pénurie d'eau à Brazzaville et dans les autres plus grands centres urbains du pays, à l'image de Pointe-Noire, les 2 principales villes du pays, où vit la moitié de la population congolaise, est une réalité incontournable. Et dans les zones rurales, à peine près de 10% des habitants ont accès à un réseau d'eau potable. Voilà la situation aujourd'hui. Dans la plupart des quartiers, même en plein centre-ville, il n'est pas rare de voir le spectacle désolant du passage incessant des bidons. Des femmes qui transportent péniblement des bidons de 25 litres pour leurs besoins quotidiens, des gamins, voire même de 13 ans, s'échinent à pousser des brouettes parcourant plusieurs kilomètres. L'érection des fontaines dans certains quartiers tels que Nkombo, Masengo, Mukondo, Gamakoso dans la partie nord de Brazzaville, Bakongo et autres Pissa dans la partie sud, bien qu'insuffisants, paraissent tout de même salvatrices pour la plupart des ménages. Ici, l'on vit un phénomène, celui de Banamaï, ceux qui livrent tous les jours des bidons dans des familles à raison de 200 francs ou 100 francs par bidon. Et le prix diffère d'un quartier à un autre, et c'est les familles dites nombreuses qui en font les frais, avec comme corollaire une lourde dépense et incompréhensible à la fin du mois. La cour de certaines parcelles déborde de bidons vides et pleines. La pénurie génère des habitudes. Il faut avoir des réserves. C'est pourquoi de nombreux habitants de la capitale font des stocks d'eau, au cas où. Autre habitude prise par certains habitants de Brazzaville, se lever au milieu de la nuit où l'on n'a plus de chance d'accéder à l'or bleu. Dans le quartier Mpissa, qui borde le fleuve Congo, c'est pire.
Depuis plus de 10 ans, affirment les habitants, l'eau y est demeurée une denrée rare. Ce calvaire a vraiment duré. Ça doit faire bientôt plus de 9 ans ou 10 ans comme ça. Nous faisons nous sommes dans ce calvaire-là. Vraiment, nous avons vu des Chinois qui sont arrivés, qui ont placé des tuyaux pour l'eau, pour faire circuler l'eau, mais jusqu'à présent, vraiment, rien de bon. Même dans des maisons, pour attendre l'eau, il faut se réveiller à minuit, parfois 1h du matin, donc c'est vraiment compliqué. Ici, c'est vraiment compliqué. Donc, quand il n'y a pas l'eau ici, vraiment dans le quartier est vraiment sec. Donc là, il va falloir descendre encore au fleuve. En dépit de forages construits par des bienfaiteurs, s'approvisionner y relève du parcours de combattants avec bousculade possible. Il faut se lever tôt pour faire la queue devant l'un des rares robinets en service. Pendant la saison sèche, l'eau ne coule qu'un jour sur 2. Quand il arrive qu'elle coule 2 jours de suite, les habitants remercient leurs ancêtres plutôt que la SN2. Le temps perdu, l'énergie gaspillée à s'approvisionner pour des besoins quotidiens en eau ne sont pas tout. Il faut aussi compter avec le fait que cette eau n'est pas propre à la consommation. Très souvent, cette eau sert aux travaux domestiques et à la toilette. Vous avez juste pour faire la lessive, c'est tout. Vous ne pouvez pas faire à manger, vous ne pouvez pas la boire. Donc, du coup, on chauffe. Franchement, il faut que l'État, je ne sais pas comment ça se passe, mais il faut qu'on s'arrange, qu'on puisse regarder le changement. Sinon que c'est le chaos. Pour la consommation, beaucoup font recours à l'eau minérale qui, elle, coûte cher pour la consommation si l'on veut bien sûr préserver sa santé, car l'eau dédiée à la consommation, si elle n'est pas bien traitée, elle peut s'avérer comme un poison mortel. Mais pour les familles, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, nous avons au moins 1500 par jour. Rien que pour l'eau, vous ne pouvez pas boire aussi. Hein. Donc, il faut encore s'approvisionner d'eau potable pour boire. Et donc, du coup, c'est 2000, en fait, c'est la catastrophe. Il est néanmoins vrai que le gouvernement a promis relever ce défi majeur de l'eau pour tous à Brazzaville dès l'année prochaine. Un engagement fondé sur la fin des travaux en 2014 de la deuxième usine de production d'eau de Diri au nord de la capitale. Mais en attendant, les populations brazzavilloises en particulier continuent à vivre le calvaire au rythme des douleurs de l'enfantement. En tout cas, permettez-moi, les faits sont sacrés et le commentaire est très libre. Vraiment difficile de vivre de telles images réalisées par Emery Patrice Sobagui. On ne sait pas comment, mais sinon, c'est avec peine, avec pincement de cœur. Elie Smith, vous avez vu avec moi ces images qui font plus peur, parce que effectivement, pour un pays comme le Congo, nous avons dit tout à l'heure que nous sommes carrément à Brazzaville, surtout à Brazzaville, au bord du fleuve. Mais l'eau devient une denrée rare et très difficile. Votre commentaire? Mon commentaire, c'est pour ceux qui aiment écrire les petits mots et dire n'importe quoi. Ils vont voir qu'on n'a rien inventé. Si on n'est pas contre quelqu'un, c'est la réalité qu'on vit au quotidien à Brazzaville et dans les autres parties du Congo aussi, pas simplement à Brazzaville, et même à Pointe-Noire, hein, ils ont les mêmes problèmes. Et le grand paradoxe est qu'il y a le fleuve Congo, qui est, je crois, si je ne me trompe pas, le deuxième fleuve du monde. Si, hein. Après le Nil. Après le Nil, si je ne me trompe pas. Après l'Amazone. Après l'Amazone, oui. Après l'Amazone, oui. Pardon. Après l'Amazone. Qu'elle soit première ou deuxième ou troisième, on ne peut pas comprendre pourquoi on est au bord de l'eau, mais on voit, c'est comme l'adage qui dit que tu peux prendre un mule, tu l'amènes au bord de l'eau, mais tu ne peux pas la forcer de boire. Mais ce qui se passe, c'est que, et quand je suis, Obarigui a fait un très bon reportage qui relate les faits, ça c'est du journalisme, au lieu de raconter. Mais autre part, quand on dit que l'année prochaine, on n'aura plus de problème de l'eau à Brazzaville, c'est archi faux. Ça serait la même histoire. Dans le programme Eau pour tous. Il n'y aura pas. Je le dis et je mets à défi qu'on voit que l'année prochaine, si tous les robinets de Brazzaville aura de l'eau, je mets à défi qui va dire que ça va se marcher. Ça sera la même histoire avec Imboulou. Parce que Imboulou, à l'époque, c'est Richard Itoa qui était ici. Je suis venu le voir en 2008. Il m'avait dit que en 2010, pendant la Coupe du Monde, il n'y aura pas de coupure. Et j'étais ici en 2010, il y avait des coupures intempestives. Et il n'y aura pas de l'eau pour une simple raison. Pourquoi? À moins que la SN2 est en train de travailler concomitamment et rétablir les tuyauteries. Les tuyauteries qu'on a ici, ça fait vieille, ça fait de 40 ans, 50 ans. Le réseau de distribution. Le réseau de distribution. Et la société Veolia qui doit le gérer, j'ai rencontré un ingénieur que j'ai oublié son nom qui m'a dit c'est faux.
il va prendre à peu près 2 ou 3 ans pour qu'on refasse tout le réseau de distribution d'eau dans la ville de Brazzaville. La preuve en est que quand on a établi le château d'eau du grand boulevard Alfred Raoul, quand on donnait de l'eau dans le quartier Batignolles, il y avait inondation partout parce que tous les tuyaux sont percés. Donc, je comprends bien mon collègue Obari qui a fait un bon reportage et il a fait l'effort pour aller demander aux gens du pouvoir pour dire, ils ont promis qu'il y aura l'eau partout. Non, il n'y aura pas de l'eau dans cette ville dans une année parce que, à moins qu'on va travailler 24 heures sur 24, réparer tous les tuyauteries, puis qu'on aura de l'eau. Mais c'est une réalité, ça fait mal qu'à Brazzaville aujourd'hui, les gens dépensent 1500 francs CFA par jour sur quelqu'un qui a le SMIC à 60 000 francs, officiellement 90 000 francs. Vous vous rendez compte qu'une famille nombreuse, peut-être ça fait une moyenne de 1500 francs. Parce qu'au minimum, si tu as 8 enfants, il faut avoir 2 bidons de 1500 pour que les gens puissent s'approvisionner. On va parler dans la théorie des conspirations en disant que, mais est-ce que ça veut dire qu'on veut financer les sociétés qui vendent de l'eau minérale parce que c'est un certain clic des personnes qui ont toutes ces sociétés? C'est la question qu'on doit se poser. Mais je pense que sérieusement, on doit voir ce problème de l'eau et qu'on ne doit pas seulement faire des discours. Guillet Seydou, nous avons vu que cette eau dans la partie sud de Brazzaville n'est pas traitée. Mais les gens quand même arrivent à s'en approvisionner plus facilement. Les conséquences, vous ne voyez pas que le message du gouvernement reste, donc ne va même pas vers sa cible, qu'est la population? Vineux Foulou, je dirais ceci, que la population en a marre de la littérature. La population en a marre de la littérature. Je crois que le ministre qui a fait une déclaration à l'occasion de la journée de l'eau devra plutôt donner de l'espoir beaucoup plus au niveau de la population pour leur dire peut-être que le château d'eau de plateau de 15 ans qui est en réhabilitation dans tant de jours sera opérationnel. Et dans les ruelles, soit la zone de Batignolles, plateau de 15 ans que nous savons tous, on tend vers, c'est pas 10 ans, où l'eau ne coule pas, on va procéder par, comment on appelle, la réhabilitation du réseau, comme a dit M. Oli tout à l'heure. Je crois qu'on a connu la théorie des potablocs dans ce pays. Aujourd'hui, rien ne se concrétise. Rien ne se fait. Nous attendons aujourd'hui la deuxième usine de Diri. En 2014, nous attendons. Mais je crois qu'il faut fixer la population. Parce que faire de la littérature, on n'est plus à l'époque de la littérature, la population en a marre. Nous avons le fleuve Congo. Comment expliquez-vous que aujourd'hui à Brazzaville, il y a une pénurie d'eau? Une pénurie persistante. Et ça persiste. Et que parfois, ça manque de produits à mettre dans cette eau-là. Comment expliquez-vous ça? Ça relève de la compétence du gouvernement. Il y a des moments où il n'y a pas l'eau de Javel. Nous consommons l'eau comme ça. Et qu'en est-il du projet Eau pour tous? Bon, je crois que c'est un projet qui est dans ses débuts. Le chef de l'État en a lancé dans le sud du pays. Je crois que c'est dans ses débuts. Mais avant le projet Eau pour tous, qui va arriver peut-être à mettre fin à tout ça. Mais pour le moment, les Congolais peuvent mourir. Mais quand ça manque parfois l'eau de Javel, et parfois il y a les perforations des tuyaux, dans 5 à 6 ruelles successifs. Par exemple, nous prenons le cas, dernièrement où nous avons vécu ça, à Petit-Chose, je crois, il y a eu au moins 5 à 6 ruelles qui se suivent, des perforations de tuyaux d'eau. Et si j'ai une bonne mémoire, en 2000, je crois bien, 10 ou 11, vers le CHU, il y a eu perforation comme ça, des conduits d'eau du CHU, et que la SN2 avait abandonné l'affaire. Les populations du quartier n'ayant pas de moyens, ils n'ont pas pu arriver à mettre fin à cette situation. Et que dans un bon matin, il y a un monsieur qui appelle nos frères d'en face pour vidanger les toilettes. Et effectivement, quand ils vident les toilettes, et la matière fécale ruisselle, et ça prend la perforation de tuyau, ça rentre, et il y a eu des gens qui ont avalé ça. Est-ce que vous pouvez comprendre le degré de ça? Je crois que, j'insiste, la littérature, la population n'en a plus marre. Fixer la population sur des réalisations exactes pour pallier à leurs difficultés. Est-ce que les services techniques de la SNDE font leur travail comme il se doit? Mais
La preuve, le reportage est là, c'est le travail du journaliste. Nous parlons ici en tant que journalistes. Nous n'inventons rien. Les populations ont parlé. On n'invente rien. Les populations ont parlé. Les services de la SN2, nous pensons qu'ils ne sont pas à la hauteur. Parce que quand l'eau de Javel manque, nous consommons l'eau à l'état naturel. Nous consommons l'eau à l'état naturel. Mais de l'eau souillée. Mais voilà, on ne sait pas quel est l'objet qu'on a jeté là-dedans et que nous consommons ça comme ça. Je crois que c'est pas bon. Alors que lorsque vous allez chez les directeurs en charge de la SN2, chez eux, ils ne prennent que de l'eau cristal, et de l'eau plus ou moins... L'eau cristal, certes, c'est parce que ils ont au moins les moyens pour en acheter. Monsieur Lee l'a dit tout à l'heure. Une famille nombreuse, 5 à 6, 7, pour consommer une bouteille de 1500, de 10 litres. Ça ne fera même pas une journée. Donc je crois que le ministère a du pain sur la planche, le ministère doit faire des efforts. Ce n'est plus la littérature. Quand on arrive à une journée comme ça, le 22 mars, journée internationale de l'eau, on doit faire vivre l'espoir à la population. On doit fixer la population sur des réalisations qui doivent rentrer en vigueur dans un temps record. Pour qu'aujourd'hui, les personnes disent, ah voilà, nous, on est aussi écoutés, on travaille pour nous. Voilà, je crois que c'est ça. La littérature, la population en a marre, je réitère encore. Elif, dites-nous un peu, est-ce que vraiment, outre le fait qu'il y ait rareté d'eau, mais combien même on en dispose quand on parvient à en trouver sur la partie nord de Brazzaville, Ampissa par exemple, Bargué nous l'a dit tout à l'heure, est-ce que les responsables de la SN2, ils parviennent à consommer cette eau des robinets? Non, ils ne consomment pas, parce que s'ils consommaient, ils ne devaient pas laisser ça comme ça. C'est un peu comme l'histoire du CHU qu'on avait rencontré ici. Si eux, les responsables, par exemple, allaient au CHU, ils ne devaient pas laisser le CHU dans l'état piteux qu'elle est. Donc, la même comparaison, si eux, ils buvaient l'eau comme il a dit, l'eau souillée, ou comme on l'a dit s'ils avaient les enfants qui avaient souvent de la diarrhée, ils ne devaient pas boire ce genre d'eau. Ils devaient prendre la peine de réparer ce problème. Mais le problème est que, comme vous avez bien dit vous-même, ils boivent de l'eau cristal ou maillot ou, comment on appelle l'autre là, au Kessi. Donc ça veut dire que eux, ils s'en foutent. Et puis c'est ça qui permet à toutes les conspirationnistes, parce que les gens vont poser la question que, bon, comme cette société-là appartient à quelques-uns d'eux, ils font ça pour que cette société puisse bien marcher. C'est parce qu'ils ont fait une enquête aujourd'hui, les compagnies de vente d'eau minérale font beaucoup de chiffres d'affaires, parce que l'eau n'est plus bon à être consommée. Mais une fois aussi, à la décharge de ce même gouvernement, mais qui n'est pas aussi une raison, le problème d'eau n'est pas seulement ici au Congo. Dans beaucoup de pays africains, on a suivi dernièrement au Sénégal, où il y a eu un problème de tuyaux percés qui alimentaient Dakar. Il y a même eu des problèmes. Mais la différence avec ce pays est que eux, au moins, ils communiquent. Ils disent honnêtement qu'écoute, dans une année ou dans 6 mois, vous n'aurez pas l'eau parce qu'on est en train de faire telle ou telle chose. Mais ici au Congo, on ne communique jamais. C'est comme on coupe l'eau chez vous, ça fait 2 ans, vous ne savez pas pourquoi on a coupé de l'eau. L'électricité, on coupe d'une manière intempestive, on ne vous informe jamais. Je pense que le gouvernement doit revoir sa stratégie de communication, être honnête, dire aux gens que oui, comme il a donné l'exemple sur le boulevard Alfred Raoul, le château d'eau est en voie de réhabilitation, mais il nous faut peut-être 4 mois pour qu'on remette tous les tuyaux en place. On peut aussi dire, au lieu de mentir, ça c'est un mensonge, de dire que oui, la station de Djiri va finir en 2014 et on n'aura plus le problème de l'eau. Non, dit que ça va finir, mais on a un problème à Brazzaville, que les tuyaux qu'on a, c'est des vieilles tuyaux, souffrez un peu, qu'on répare, ça fera que la population va rester tranquille. Il faut qu'on apprenne des erreurs qu'on a commises. On a commis l'erreur sur Mboulou, on veut mettre la même chose encore sur l'eau. Et la grande question est qu'on doit aussi poser, que je n'ai pas encore fait une enquête, c'est combien le gouvernement a mis comme budget sur le problème de l'eau. Est-ce que le ministère de l'eau et de l'énergie a suffisamment de l'argent pour réaliser tous ces projets? C'est la grande question qu'on doit poser. Et puis il se passe un grand problème au sein de ce ministère qui n'est peut-être pas dû au fait des ministres, mais plutôt on parle de l'énergie et de l'hydraulique, donc le courant.
le problème de l'électricité à Brazzaville connaît des difficultés parce qu'effectivement on parle d'un problème de réhabilitation de réseau de distribution. Quand on arrive au problème d'eau, on parle de réhabilitation du réseau de distribution. Voyez-vous pas que ce ministère connaît un problème mais qui se cache parmi tant d'autres? Non, elle ne connaît pas un problème, c'est très simple. Le problème est que l'eau marche avec quand l'électricité marche, ça pompe de l'eau. Mais le même problème qu'il y a l'eau, c'est le même problème qu'il y a l'électricité, c'est le problème de la distribution. Les réseaux sont vétustes. Il faut savoir aussi que c'est un pays en voie de développement, un pays post-indépendance, que la population aussi a explosé rapidement. C'est la même chose avec le problème de l'énergie. Souvent, le gouvernement, ce n'est pas le problème du gouvernement du Congo, dans beaucoup de pays africains, investit dans ce secteur de l'eau et de l'énergie, il y a eu un certain, n'a pas été proportionnel à l'explosion démographique. Donc ça a été graduel et pourtant il fallait faire ça plus. Vous verrez, c'est quand on va prendre l'exemple de l'Afrique du Sud, les gens seront un peu contents en disant que bon, même l'Afrique du Sud, première puissance économique du continent, a des problèmes. Vous voyez qu'en Afrique du Sud aujourd'hui, il y a souvent des problèmes de délestage. Mais la différence, une fois de plus, là-bas, ESCOM informe les gens. Le problème de difficulté énergétique en Afrique du Sud, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de connexions des Noirs au réseau national d'électricité que, à l'époque, c'était les Blancs qui étaient privilégiés. Il n'y avait pas eu ce problème. Deux, il y a eu une explosion de la classe moyenne en Afrique du Sud. Même chez nous, il y a eu une certaine classe moyenne. À l'époque, les gens avaient seulement une ampoule. Aujourd'hui, on a des splits, on a des téléviseurs, on a des machines à laver. Ça veut dire que le gouvernement doit être rapide, investir massivement. Mais une autre palliative, c'est qu'il faut que le gouvernement laisse que c'est le secteur privé qui mette les moyens. Parce que si, par exemple, on prend le problème de téléphonie, si ça a bien marché, c'est parce que c'est les privés qui ont investi dans ce secteur. Il faudrait que dans le secteur énergétique aussi, on laisse que le privé y mette beaucoup de moyens pour que peut-être ça va résoudre le problème de l'eau et puis de l'électricité aussi. Djibril Seydou, vous êtes reporter sur le terrain, il faudrait qu'on se le dise. Et en même temps, Djibril Seydou, pouvez nous dire, parce que quand on construit un barrage par exemple, nécessairement il y aurait des travaux qui devaient se faire comme pour réhabiliter le réseau de distribution. Et c'est ce qui n'est pas fait. Alors, à quand une bonne électricité et une bonne eau à Brazzaville, pour ne pas dire au Congo? Bon, je crois qu'on n'invente rien. Il ne faut pas dire pour le plaisir de dire. Il faut pourtant plutôt aller dans le concret. Je crois que on reste d'abord dans le cadre de l'eau. Je crois qu'il y a eu un retard au niveau des régimes qui ont dirigé le pays, parce que c'est normalement une politique de prévention. Nous savons qu'il y a eu, je sais pas, dans les années 60, les années 65, il y a eu l'installation des tuyaux d'eau, et qu'en telle année, ces tuyaux peuvent être verrouillés, il faut changer. Mais il n'y a pas eu une politique de prévention de la part des régimes qui ont dirigé successivement le pays. Je crois que là, le régime actuel doit en assumer pour essayer un peu de plonger. C'est ça aussi, l'État, c'est la continuité. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on n'a pas pu prévenir, et qu'aujourd'hui, quand on parle du système d'induction d'eau et qu'on veut améliorer, les choses ne marchent pas, c'est beaucoup plus cette affaire-là. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas circuler à Brazzaville sans pourtant rencontrer les perforations des tuyaux d'eau. Ça, c'est une impossibilité. Tu sors là, tu arrives, je ne sais pas, l'avenue 15 jours,